Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans le 22h de Télé Djibouti. Voici les titres de l'actualité. L'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui sa deuxième séance publique de la première session ordinaire de l'année 2022. Et Manchester City remporte un premier round titanesque contre le Real Madrid. L'Assemblée nationale a tenu, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Al-Hamad, a conduit ce mercredi les travaux de la deuxième séance de la première session ordinaire du Parlement pour l'année 2022 avec la participation du Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, des ministres et l'ensemble des parlementaires. Lors du jour a porté sur l'examen de 9 textes suivants. Le projet de loi portant adoption des comptes financiers 2019 de l'aéroport international de Djibouti. Le projet de loi portant ratification du protocole de coopération en cas d'urgence maritime. Le projet portant transformation de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, l'ODEG, en établissement public industriel et commercial. Le projet de loi portant organisation du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Le projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet Djibouti Fondation numérique. Le projet de loi portant organisation et fonctionnement du ministère de l'Environnement et du Développement durable, le projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2018 de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, le projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2019 de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, et enfin le projet portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2020 de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti. En préambule, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Al-Hamad, en déclarant ouverte cette séance plénière, est revenu sur les activités préparatoires et l'impact attendu du déroulé de la plénière de ce 27 avril. Nous l'écoutons. La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, bienvenue sur le banc de la représentation nationale pour la plénière de ce mercredi 27 avril. Le mois d'avril a été, malgré les gènes du mois béni, un mois chargé pour notre Parlement. En effet, un grand et consciencieux travail a été effectué particulièrement ces 2 dernières semaines au sein de notre institution. Il a été mené à bien grâce au dur labeur de mes collègues membres et non membres de la Commission et du personnel administratif. Je tiens à vous en remercier et à vous féliciter, tout en espérant que cela se poursuive ainsi. Comme un adage japonais l'a si bien dit, seuls nous ne sommes que des gouttes d'eau. Ensemble, nous formons un océan. Au titre des échanges, les députés ont essentiellement porté leurs interrogations sur les textes de l'ordre du jour, mais aussi sur la thématique relative aux enjeux environnementaux, de la conjecture financière du cadre juridique des établissements publics, de la consolidation des dettes des établissements publics, des défis inhérents donc à la mise en place d'un climat d'affaires, du renforcement numérique, de la géothermie, des énergies et des hydrocarbures. Les députés ont soulevé des interrogations là-dessus. Regardez. Ministre, les dettes des établissements publics sont réparties en 2 points. Les financements de l'aérogare, malgré les travaux des chantiers, en retard. Pourtant, une dette, l'aéroport sera-t-il dans la capacité de rembourser ces dettes? Quels sont les termes de ces dettes, les travaux et les annuités? Ici, la question principale, c'est la différence entre EPA et EPIC. Parce qu'un EPIC, c'est un établissement qui assure la gestion d'une activité, d'un service public à caractère industriel. Et je ne vois pas l'ODEC, quel caractère industriel elle fait. L'ODEC a besoin d'une réalisation des services publics, mais non pas un truc à caractère industriel et commercial qui a un but lucratif. Merci. Depuis le plan d'action national pour l'environnement, les PAN, le ministre de l'Environnement bénéficie des fonds élevés des partenaires au développement.
Ces fonds ont-ils servi à renforcer les attentes en matière d'environnement pour notre pays? Madame la ministre, conformément à la feuille de route tracée par le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, dans le cadre de la promotion et du développement des investissements du secteur privé, la formation d'un nouveau gouvernement en 2021 a été marquée par la création d'un secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. En effet, Madame la ministre, notre pays continue à s'engager dans le programme de réformes ambitieuses afin d'être plus compétitif, attractif et développer continuellement son secteur privé en vue de hisser le pays au rang des nations émergentes. Ma première question, malgré les difficultés de la conjoncture économique régionale et internationale, que propose-t-il votre ministère, Madame la ministre, pour attirer plus davantage les investissements nationaux et étrangers? Ma deuxième question, dans le cadre de la mise en place d'une stratégie nationale de la promotion des investissements, Madame la ministre, avez-vous prévu une coordination ou une collaboration avec la Chambre du commerce, qui est la référence des investisseurs locaux? Je vous remercie, Madame la ministre. Et à ces différents sujets, les ministres de la Ville et de l'Urbanisme, de l'Énergie se sont succédés à la tribune pour y apporter leurs éclairages. La réalisation des travaux a connu presque toutes les difficultés éventuelles, mais quand même, il y avait plusieurs paramètres. Il y avait le Covid-19, il y avait les problèmes techniques, c'est-à-dire le plan d'exécution, le plan d'approvisionnement, il y avait les problèmes aussi de transport, de conteneurs, il y avait beaucoup de choses. Quels que soient les délais, les travaux vont être quand même réalisés et ils sont presque 75% de ces travaux ont été réalisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque projet industriel, quel qu'il soit, ou d'infrastructure, est toujours accompagné par deux études qui sont essentielles. L'une des études concerne l'impact environnemental. L'autre étude concerne l'impact social. Donc chaque projet, que ce soit une usine, une route, un câble électrique, etc., doit passer par ce processus, et ce processus est réalisé notamment pour les nouvelles industries qui sont aujourd'hui créées dans notre pays. L'autre élément qui est important, le phénomène des changements climatiques, des pollutions de tout genre. C'est un phénomène mondial. Je crois que l'industrialisation du monde a fait que nous avons créé une situation où les populations sont devenues de plus en plus vulnérables à cause des changements climatiques. Ce n'est pas pour rien que pratiquement tous les 2 ans, il y a ce qu'on appelle les conférences des Nations Unies pour l'environnement, les COP 21, COP 22. Prochainement, la COP 27 aura lieu au mois de novembre en Égypte. C'est vrai que nous avons une dette fiscale de 217 millions, mais qui sera épurée cette année. Nous avons signé déjà un protocole d'accord entre la CHD, l'Hôtel des impôts, et Inch'Allah, cette année, nous allons finir. C'est comme les dettes pour les cotisations des salariés, des ex-salariés de la CHD, qui avaient des problèmes de retraite, qui avaient des problèmes aussi d'impôts, qui s'élevait à 88 millions et que la CHD a fini de rembourser et de mettre à jour tous ses créanciers. Ceci dit, aujourd'hui, la CHD, je crois qu'elle est la première d'abord, ou le premier établissement aussi à vous soumettre les comptes financiers de 2020. Et ceci démontre la transparence, l'efficacité, mais aussi la performance de notre société importatrice des produits raffinés. Un EPA, d'abord, est un établissement subventionné par l'État et n'a pas obligation de comptes financiers. Contrairement à un EPIC, qui est un établissement à caractère commercial, qui a obligation de résultats et de comptes financiers. De deux, aujourd'hui, l'ODEC est à la croisée du chemin. L'ODEC, c'est vrai, depuis sa création en 2014, d'abord se construisait elle-même. Nous devrions former, construire et structurer d'abord l'ODEC. Aujourd'hui, l'ODEC est à maturité. L'ODEC est arrivé à un point où
aujourd'hui, l'ODEC peut aussi ramener ses services et ses ingénieurs dans le pays limitrophe. Mais quels sont les avantages que l'ODEC va avoir lorsque la transformation y arrivera? L'ODEC pourra participer à des appels d'offres lancés par les partenaires au développement dans le domaine de forage. L'ODEC pourra en amont réaliser des travaux avec les privés. L'ODEC pourra, avec bien entendu les sociétés privées, relever des fonds, participer à des forages, des études de faisabilité. Mais le plus important, c'est quoi? Faire valoir le savoir-faire, mais aussi générer des fonds. C'est l'objectif aujourd'hui de l'ODEC. L'ODEC aujourd'hui, comme l'a si bien mentionné M. Abdel Issa, la société Kengen n'a pas commencé hier. Elle a une durée de vie de plus de 30 ans. L'ODEC a été commencé en 2014. Il ne faut pas comparer l'ODEC et Kengen, monsieur le député. De deux, aujourd'hui, l'ODEC a la capacité d'avoir des ingénieurs. Les ressources humaines sont là, les matériels sont là. Donc nous devons passer à l'étape supérieure de générer de l'argent pour l'ODEC, de générer des fonds et que l'ODEC se développe et participe aussi à des appels d'offres à Djibouti, mais aussi dans les pays limitrophes, Inch'Allah. Dès sa création, sa nomination, le secrétariat d'État s'est attelé à écouter le secteur privé. Parce que je me dis, pour attirer les étrangers, il faut commencer par satisfaire les investisseurs locaux. Nous sommes en phase avec un partenaire au développement, qui est le PNUD. Nous avons initié la dématérialisation de la création d'entreprises, qui est un projet phare et qui est en cours. La dématérialisation de la création de l'entreprise. Nous avons reçu les investisseurs et la différence avec le passé, c'est que nous comptons orienter les investisseurs vers nos régions qui regorgent des opportunités et qui peuvent accueillir nos investisseurs. Et le Premier ministre a pour sa part présenté une vision d'ensemble et une réflexion en profondeur sur les quelques thèmes à l'ordre du jour. Il est revenu sur plusieurs textes et a donné des compléments d'information globales. Vous demandez un prêt à un bailleur de fonds. Le bailleur de fonds, d'abord, il regarde quelle est votre situation. Donc, aucun bailleur ne donne de l'argent comme ça. Si aujourd'hui, l'aéroport peut emprunter, c'est qu'il est en état de rembourser ses dettes. Donc, ne soyez pas si pessimiste que ça. Et il y a des pays, il y a des entités de l'État qui demandent des prêts aux bailleurs. La première des choses, c'est qu'il y a un audit financier qui s'est fait pour savoir s'ils sont capables de rembourser la dette. Et ça, en général, ça marche ou ça ne marche pas. En ce moment-là, on demande la garantie de l'État. Comme ici, c'est l'aéroport, c'est un établissement public. Donc, si l'établissement public n'est pas capable de rembourser ses dettes et que l'État insiste pour qu'on emprunte, parce que c'est important l'aéroport, eh bien, l'État, en ce moment-là, peut s'engager à la place de l'aéroport. Mais en général, pour le moment, l'aéroport est une entité capable de rembourser ses dettes correctement. En ce qui concerne les travaux, le ministre vous a dit, fin juin 2022, donc les travaux seront terminés. Pour le reste, je pense que si Dieu nous prête vie, nous serons dans quelques temps ensemble et nous allons débattre ensemble sur la politique que le gouvernement ou l'IMP doit mener pour les 5 prochaines années.
Et enfin, le président donc, de l'Assemblée nationale a clôturé la séance en souhaitant au peuple et au président de la République et à notre pays les meilleurs vœux de la représentation nationale à l'occasion de la Eid al-Fitr. Le lundi 25 avril, donc hier, les cadres ministères situés, les 4 ministères situés au site du Sans Fil, à savoir le ministère de la Jeunesse et de la Culture, le ministère de la Femme et de la Famille, le ministère délégué chargé de la décentralisation et le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé ont tenu un iftar collectif à City Hall. Outre les ministres, en l'occurrence la ministre de la Jeunesse et de la Culture, la ministre de la Famille et de la Femme, le ministre délégué chargé de la décentralisation, cette rupture du jeune collectif d'une autre dimension entre ministres voisins rassemblés sur place, des hauts cadres et personnels, des ministères respectifs, des représentants de la commune de Belbala, des ulama et l'ensemble des responsables de CDC. Autour d'un iftar collectif, les participants ont partagé des moments de recueillement et de communion. Et après la rupture du jeûne, les convives ont effectué ensemble la première prière du soir. S'en est suivie une séquence de dua où le cheikh a imploré le Très-Haut d'exaucer nos prières en ce mois béni du Ramadan, guider nos pas sur le juste chemin, comme la piété, le pardon, le recueillement, le partage, l'unité et la cohésion parmi les communautés nationales. Frères. Une photo de famille a clôturé l'événement dans une ambiance pleine de convivialité et de prévénence. Le maire de la ville de Djibouti a entamé l'installation de ses membres du bureau exécutif. Le maire de la ville a installé en premier lieu au siège de l'état civil central de la direction générale de la population et de la famille, dont a eu lieu la passation des services. Entre le premier adjoint sortant et la nouvelle adjointe, Fatouma Mohamed Kamel. Ensuite, c'est au tour du deuxième adjoint, Mohamed Ahmed Ege, et Madame Taïsir Fahmi, secrétaire du Conseil de Djibouti. L'installation de ces nouveaux membres de l'exécutif du Conseil de Djibouti a bien eu lieu sous la houlette du maire de la ville de Djibouti, M. Saïd Daoud Mohamed. Il est à souligner que ces installations font suite à la signature des arrêtés municipaux portant nomination de membres du bureau exécutif du Conseil de Djibouti. Le parti du Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, a procédé hier soir à Cheikh Moussa à une cérémonie de distribution d'habits neufs en faveur des orphelins et les enfants issus des familles modestes. Redonner un peu de gaieté durant les fêtes musulmanes aux orphelins et aux enfants issus de familles financièrement vulnérables est une noble initiative qui incombe à chacun d'entre nous. Cette cérémonie a réuni le président de la commune de Belbala, Mohamed Hassan, le président de l'annexe RPP de Cheikh Ousmane, Hassan Ismail Ragé, ainsi que les familles bénéficiaires de la commune de Belbala. L'OMS salue la baisse historique des décès. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a salué la baisse des décès liés au Covid-19. Il a tout de même appelé à la prudence. Le virus sévissant et évoluant encore, la baisse des dépistages entraîne une diminution des informations reçues à l'OMS sur la transmission et le séquençage du Covid-19. Les cas et les décès signalés dans le monde continuent de diminuer, ce qui est très encourageant et une bonne nouvelle, a déclaré donc le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Concernant la Ligue des Champions, Manchester City a remporté hier soir un premier round titanesque contre le Real Madrid. Dans la première demi-finale allée de Ligue des Champions, Manchester City l'emporte face au Real Madrid et prend une option pour discuter sa deuxième finale consécutive. Si le 4-3 finale est certainement frustrant pour Manchester City, la demi-finale allée de Ligue des Champions contre le Real Madrid hier soir a accouché d'un match de légende entre deux équipes attaquant à corps perdu. Karim Benzema a inscrit le 3e but de l'histoire sur un pénalty à 8 minutes de la fin. Et c'était l'essentiel de l'actualité. Le programme continue sur Télé Djibouti.